Chères lectrices, chers lecteurs, bonjour et merci d'être là pour ouvrir vos esprits avec nous. Je suis Sébastien Lilly, président de l'INRES et rédacteur en chef du magazine Inexploré. Et je suis très heureux de recevoir Fabrice Pascaud, car nous allons déployer ensemble nos consciences pour embrasser cette question vertigineuse. Les astres influencent-ils la marche de notre monde ? Merci d'être avec nous, Fabrice Pascaud. Bonjour Sébastien, merci de m'accueillir pour m'exprimer et partager ce moment ensemble. On vit un moment assez unique dans l'histoire de l'humanité puisqu'on traverse une pandémie, une épreuve commune, mondiale, aux conséquences assez inimaginables. Et pourtant, c'est un événement qui avait été prédit, ou du moins anticipé pour 2020 justement, par l'astrologue André Barbeau, qui était l'un de vos professeurs, on peut dire ? Alors André Barbeau est une figure majeure de l'astrologie du XXe siècle. C'est l'un des plus grands astrologues du XXe siècle. Il s'est particulièrement distingué avec l'astrologie mondiale, qui a été son grand laboratoire de recherche. Il a aussi eu un apport considérable pour l'astrologie individuelle, qu'on appelle l'astrologie génétliaque. Donc il a eu plusieurs... C'est en fin de compte le premier astrologue, tout au moins en France, qui avait lancé une passerelle entre l'astrologie et la psychanalyse. Puisqu'il a écrit à l'âge de 21 à 22 ans de la psychanalyse à l'astrologie. Vous voyez ? Donc, un grand personnage, tout à fait. Et donc, il avait fait effectivement une prévision, excusez-moi, parce que je n'ai pas répondu à votre question. Je vous en prie. En 2011-2010, il avait fait une grande étude sur les pandémies, donc une étude sur les cycles planétaires, bien sûr. Et il avait donc écrit que pour 2020-2021, risque de pandémie avec conséquences économiques graves. Voilà, c'était écrit noir sur blanc, sans ambiguïté. C'était pas un code à la Nostradamus. Vous voyez, c'était clair. On va y revenir justement. Oui. Vous le savez, Inexploré est un magazine trimestriel aux frontières de la science et de la psychologie, créant des passages vers les spiritualités, s'intéressant à l'extraordinaire dans nos vies. Mais c'est désormais aussi une plateforme digitale qui vous amène de la lecture au podcast audio. Et aujourd'hui, nous allons basculer minute après minute justement dans la mystérieuse aventure de l'astrologie et plus particulièrement de l'astrologie mondiale. Nous allons ainsi découvrir la vie de notre invité Fabrice Pascaud, qui est astrologue et tarologue depuis une quarantaine d'années. Alors le mot quarantaine a pris une tournure un peu étrange ces temps-ci, mais vous avez bien 40 ans d'expérience au contact de l'astrologie. Vous avez commencé jeune alors ? Oui, j'ai découvert l'astrologie, je devais avoir 14-15 ans, en même temps que le tarot. C'est rare ça, de découvrir des pratiques dites ésotériques aussi jeunes. Oui, écoutez, c'est simple. J'avais intuitivement la sensation que le monde que l'on me montrait, me décrivait, il y avait quelque chose d'autre derrière, ou tout au moins une autre façon de l'aborder, de lire. C'était purement intuitif, je vais dire à l'état sauvage. Il n'y avait aucune articulation intellectuelle, rien. Et puis un jour, j'étais dans une... Enfin ça c'est une anecdote, oui je vais vous la raconter parce que c'est les débuts. J'étais avec ma mère et puis elle allait dans les grands magasins, alors il y avait un petit rayon livres. Alors je disais à ma mère, tu me laisses au rayon des livres, elle allait faire ses achats puis elle me retrouvait. Et un jour je vois un livre qui regroupait des grandes figures du paranormal, du monde magique, et je dis à ma mère, tu veux bien m'acheter ce livre ? Alors elle me l'a offert. Et là, j'ai découvert l'astrologie, j'ai découvert le tarot, j'ai découvert Cagliostro, Allan Kardec et l'astrologie. Et là, j'ai commencé à me poser des questions. Je me suis dit, tiens, il y a des planètes, et puis les planètes, elles auraient une influence sur la vie ici-bas. Non, j'étais gamin. Et un jour, j'ai demandé à ma mère, donc à 16 ans, je vois une petite annonce dans un magazine, une astrologue qui donnait des cours. Et je dis à ma mère, est-ce que tu veux bien m'offrir des cours d'astrologie ? Elle me dit d'accord. Et j'ai commencé l'astrologie alors avec une dame à qui je rends hommage aujourd'hui, c'est Madame Claire Jacquin, qui était une élève de l'astrologue Hadès. Et j'ai commencé à apprendre à dresser les cartes du ciel, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les logiciels que nous avons aujourd'hui. Donc il fallait calculer les thèmes à la main. Donc j'ai commencé à suivre des cours. Donc j'ai commencé vraiment à 16 ans à pratiquer l'astrologie, mais les débuts, Et de cette passion est né un travail. Et ça ne m'a jamais quitté depuis, tout à fait. Alors surtout, chers auditeurs, ne vous étonnez pas si nos discussions viennent créer des transformations dans votre manière de percevoir le cosmos, les autres ou vous-même. Ce sont des choses qui peuvent arriver aux explorateurs de l'extraordinaire que nous sommes tous ici, et c'est ce qui vous arrivera peut-être durant cet entretien, qui va se découper en plusieurs parties et dont l'intégralité est disponible depuis la plateforme Inexploré Digital.
Alors avant de plonger au cœur de l'astrologie mondiale, et pour cette première partie, intéressons-nous déjà à la définition de l'astrologie. Cher Fabrice, quelle est-elle selon vous ? Comment on peut définir l'astrologie ? Oh, c'est une grande question. C'est à mon regard une grande dame, fort belle, et venue de si loin qu'elle ne peut manquer de me tenir sous le charme. Dans le monde purement physique, je n'en vois pas dont les atours puissent rivaliser avec les siens. Elle me paraît en outre détenir un des plus hauts secrets du monde. C'est en ces termes que le poète et créateur du surréalisme, André Breton, parlait de l'astrologie en 1954, dans une interview qu'il avait accordée à un magazine astrologique, une revue. Alors pourquoi est-ce que je vous réponds par cette citation ? Parce que d'abord elle est très belle, et André Breton parle d'un des plus hauts secrets du monde. Alors ça peut apparaître un peu excessif, exagéré, mais en réalité, on retrouve la présence de l'astrologie dans toutes les civilisations. Elle est omniprésente. Alors le berceau, on dit que c'est la Chaldée, en Mésopotamie, pour vous donner une note historique. Alors je ne vais pas rentrer dans l'histoire de l'astrologie, parce que ça nous prendrait toute l'émission. Mais je vais vous répondre en fait d'une façon plus ontologique. Pour moi, l'astrologie commence dès l'instant où l'homme a levé les yeux vers le ciel et qu'il a commencé à se poser des questions sur ce qui se passait là-haut. Voilà. Alors justement, peut-être avant de poursuivre, j'aimerais lever une confusion parfois récurrente auprès du grand public, si je puis dire, entre astronomie et astrologie. Petite précision étymologique du coup pour comprendre ces deux termes. Astro voulant dire étoile, nomia signifiant la loi, on parle de l'astronomie comme la loi des étoiles, l'étude du fonctionnement du système solaire en gros. Alors que l'astrologie, l'astrologia, nous parle du logos et donc du discours, du chant des étoiles. Comment bien appréhender cette différence ? Eh bien, écoutez, au début, astrologue et astronome étaient liés. C'était la même pratique. Nos ancêtres étudiaient les deux ? Les deux, ils étaient imbriqués. De toute façon, la base d'abord de l'astrologie, quand on dresse une carte du ciel, c'est l'astronomie, la position des planètes dans le ciel. Donc tout astrologue est tenu d'avoir quand même un minimum de base de connaissances astronomiques. Alors après, je dirais que l'astronomie est une étude mécanique et quantitative du ciel. Et l'astrologie est une étude beaucoup plus humaine et qualitative du ciel. Ce sont donc deux approches différentes, mais pour moi complémentaires. En fin de compte, astrologue et astronome ne faisaient qu'un. C'est après, en 1666, avec l'édit de Colbert, que l'astrologie a été chassée de l'Académie des sciences et qu'il y a eu la rupture nette entre les astronomes purs et durs et puis les astrologues qui étaient considérés pour des farfelus et puis des diseurs de bonne aventure, etc. Voilà. Mais c'est lié, pour moi, elles sont imbriquées l'une dans l'autre. Ouais, oui. Justement, la définition de Wikipédia nous livre ceci. L'astrologie est un ensemble de croyances et de pratiques fondées sur l'interprétation symbolique des correspondances supposées entre les configurations célestes et les affaires humaines. Oui. Vous êtes d'accord avec cette définition ? Sauf croyance, parce que l'astrologie n'est pas une croyance. J'allais dire justement, je m'étais noté ce mot comme point à évoquer avec vous, parce que souvent, l'astrologie est une pratique répandue dans notre société, tout le monde en a déjà entendu parler, tout le monde a un avis sur la question, souvent un avis tranché d'ailleurs, j'y crois ou je n'y crois pas. Ça vous choque cette posture un peu catégorique, justement basée sur la foi ? Elle est, je dirais, comme vous dites, trop catégorique, parce que l'astrologie ne repose pas sur une croyance, c'est pas un acte de foi. Vous savez, alors il faut que je vous fasse une confidence et vous allez comprendre. Quand j'ai commencé l'astrologie, à prendre des cours, j'ai un esprit qui est très critique et je me suis dit c'est pas possible, l'astrologie ça peut pas marcher. Découpage des 12 signes du zodiaque, 12 types de personnalités, je me suis dit ça a eu son effet jadis parce que le champ du savoir n'était pas aussi évolué que de nos jours, mais je me suis dit ça peut pas marcher. Et donc j'avais commencé à étudier l'astrologie en fin de compte pour la démonter. Franchement, vraiment. Et puis je me suis fait avoir. Parce que l'astrologie, c'est comme vous l'avez dit, les astres et le logos. Et ce sont les planètes, en fin de compte, qui sont les éléments primordiaux. Et dans le langage courant, on parle des signes du zodiaque en priorité. D'accord ? Et l'astrologie repose sur l'observation des cycles planétaires. À un cycle donné, on observe l'événement qui s'est passé, à partir de quoi on le note, et on note dans le futur
ce que ce nouveau cycle peut reproduire. Donc il y a une démarche empirique, une démarche d'observation. Donc ce n'est plus une croyance. On est dans l'observation, on est dans une démarche pratiquement scientifique. Cycle planétaire, observation d'un phénomène, répétition de celui-ci. C'est comme ça qu'on note, par exemple, avec l'astrologie mondiale ou l'astrologie individuelle, des tendances, des climats dans lesquels un individu va évoluer ou une collectivité. Donc c'est pas une croyance, c'est clair. Est-ce qu'il existe justement des 2-3 éléments tangibles qui font mouche pour convaincre des sceptiques curieux qui s'intéresseraient à l'astrologie et qui auraient un doute justement sur le sérieux de cette pratique? Oui, bien sûr. Écoutez, on va prendre la situation actuelle. Nous avons actuellement des configurations célestes qui sont, comme on dit en astrologie, très lourdes. Nous avons 3 planètes lentes qui sont Jupiter, Saturne, Pluton, qui se regroupent à la fin du signe du Capricorne. Le signe du Capricorne est le signe de l'hiver. Alors, excusez-moi, je vais être un peu technique. Alors, vous pouvez toujours m'interrompre, surtout si je ne suis pas assez clair. Surtout, oui. Ça va être un peu technique. Le Capricorne est un signe de terre. Il marque l'entrée en hiver. Et sa planète, c'est la planète Saturne, le fameux Chronos de la mythologie. Et non seulement actuellement Saturne est dans son signe, donc il est en pleine, je dirais, expression de ses moyens, il est chez lui. Et il y a en plus Pluton et Jupiter. Alors Pluton dans la mythologie c'est Hadès, le fameux dieu qui pèse les âmes après la mort, puis Jupiter c'est Zeus. Donc on a le pouvoir, on a le dieu des morts si j'ose dire, et puis Chronos, le fameux dieu qui engloutissait ses progénitures. Quand on voit ces 3 planètes se réunir par conjonction, donc très très proches, dans un tel signe que le Capricorne, on était amené, la communauté astrologique l'avait annoncé, une crise pour 2020. On savait qu'on allait passer par des moments très, très compliqués, et nous y sommes. La prévision d'André Barbeau, dont nous avons parlé tout à l'heure, s'appuyait sur cette concentration planétaire qu'il avait faite en 2011. Et nous y sommes bel et bien. Pandémie et conséquences économiques. On y reviendra, oui. Voilà, voyez, voilà un élément qui permet vraiment d'avérer le phénomène astrologique. Le Petit Prince disait « Connaître, ce n'est pas démontrer ni expliquer, c'est accéder à la vision ». Oui. Il faut expérimenter finalement pour être convaincu de l'astrologie. Exactement, vous avez tout à fait raison. Moi je dis toujours que quelqu'un qui reste à l'extérieur du phénomène astrologique ne peut pas la comprendre. Il faut effectivement passer à l'expérimentation et vivre l'astrologie de l'intérieur. Et vivre l'astrologie de l'intérieur, c'est l'apprendre et la pratiquer. Alors on parlait tout à l'heure de la définition de notre dictionnaire des temps modernes finalement, qui propose finalement un premier pont avec l'astrologie mondiale en employant ce terme d'affaires humaines. L'astrologie, je disais, est un ensemble de croyances et de pratiques fondées sur l'interprétation symbolique des correspondances supposées entre les configurations célestes et les affaires humaines. Oui, alors les affaires humaines, c'est une formulation un petit peu curieuse, les affaires humaines. Ça veut tout dire et rien dire. Exactement. C'est pas faux non plus, mais c'est vrai que c'était un peu imprécis, quoi. Tout au moins, les configurations planétaires pour chacun d'entre nous, puisque, en fin de compte, nous naissons à une date donnée, un lieu et une heure précise. C'est à partir de ces 3 éléments-là que l'astrologue va dresser une carte du ciel. Et ça veut dire que l'état du ciel à ce moment-là est inscrit dans l'être. C'est comme un ADN cosmique, si je puis vraiment faire cette comparaison-là. C'est-à-dire que l'état du ciel est imbriqué, c'est un petit peu la notion du macrocosme et du microcosme, ou la fameuse formule de la table d'émeraude, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, vous la connaissez. Voilà. Donc, l'astrologie nous apprend que nous sommes des enfants de l'univers, et que nous cheminons dans l'univers, mais que cet univers chemine aussi en nous. Nous sommes liés l'un à l'autre. C'est une voie alchimique presque. C'est tout à fait lié. De toute façon, vous retrouvez, vous savez, la symbolique astrologique dans l'alchimie. Bien sûr. Le soufre, le mercure, vous retrouvez tout ça. Oui, complètement. C'est un tronc commun, vous savez. Vous parlez d'astronomie, vous avez déjà évoqué le sujet avec des scientifiques, des astronomes, justement, des astrophysiciens qui sont aujourd'hui coupés, évidemment, de l'astrologie. On parlait de nos ancêtres. Voilà, à notre époque, l'astronomie est très, très, très éloignée de l'astrologie. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'en discuter avec des personnalités qui seraient curieuses de l'astrologie? Alors, il m'est arrivé, oui, d'avoir des conversations avec des astronomes. Alors après, tout dépend de la personnalité. Il y en avait qui avaient l'esprit beaucoup plus ouvert, donc qui pouvaient admettre un phénomène astrologique, mais évidemment avec infiniment de réserve.
Et puis vous savez, il y a le problème du surmoi dans toutes ces communautés-là. Ils n'osent pas vous le dire ouvertement, quoi. Regardez dans le domaine de la parapsychologie, je ne sais plus comment s'appelait ce grand parapsychologue qui opérait sous un pseudonyme, parce qu'il était scientifique de formation et il était obligé de produire ses livres sous un pseudonyme, parce qu'il aurait été radié de l'ordre des... Voyez, c'est encore tabou. Oui. Et oui, voilà. Et l'astrologie, malheureusement, souffre aussi encore de cela. Donc il y a certains, je crois, astronomes, peut-être même certains astrophysiciens. Je serais curieux de connaître, par exemple, l'opinion de Trinh Xuan Tuan. Vous savez, ce grand astrophysicien qui a aussi une formation bouddhiste. Oui, tout à fait. Oui. Voilà, donc il a un regard qui est très intéressant, lui, par rapport à ça. On organiserait une rencontre à l'occasion. Parce que, oui, avec plaisir. Parce que dans son livre Chaos et Harmonie, quand il voit comment le cosmos est réglé à iota près, il se pose la question qui est derrière tout ça, quoi. Qui fait que cette horlogerie-là ne se dérègle pas. Ouais. Quand on parle d'une corrélation existante entre la position des astres, justement, et nos individualités, nos comportements, ça veut dire en quelque sorte que le ciel est un miroir. C'est difficile quand même à concevoir pour beaucoup d'entre nous, parce qu'on a du mal à se projeter dans cet effet miroir que peuvent représenter les planètes et nos comportements. Ah oui, ça nécessite effectivement une grande prise de conscience et un retour à soi, et effectivement une autre façon de se situer dans la vie, dans l'univers. C'est sûr que aborder l'astrologie, ça nécessite au préalable de faire une grande révolution en soi, oui, comment dirais-je, de s'ouvrir et de se dire que la vie n'est pas uniquement réduite à un plan strictement matériel, qu'il y a une autre dimension autour de nous, que tout est dans tout. Donc ça demande effectivement au préalable une curiosité et une prise de conscience. Ça, c'est indéniable. Oui. Il faut avoir déjà avancé sur le chemin de la spiritualité, si j'ose dire, quand on commence à s'intéresser à l'astrologie, ou du moins avoir une sensibilité à la spiritualité. Sinon, c'est délicat de rentrer de plein fouet comme ça dans je dirais que ce qui peut conduire l'astrologie, c'est le questionnement sur soi. Qui je suis ? Hein. Alors après, ça peut prendre l'orientation de la spiritualité, quand ça peut prendre aussi une orientation, je dirais, plus matérialiste, dans un sens psychothérapeutique. Vous voyez, vous avez des psychanalyses qui ont introduit la symbolique astrologique dans leur pratique. Vous voyez, voilà. Donc après, évidemment, ça dépend de l'orientation de chacun. Comme vous pouvez être sur une voie spirituelle sans être pour autant astrologue. Bien sûr. Voilà. Mais ça nécessite effectivement au préalable cette attention intérieure très aiguë et sensible, bien sûr. À quel moment vous avez arrêté de douter de la véracité ou non de l'astrologie ? Parce que on reviendra sur votre histoire, mais est-ce qu'il y a un événement majeur comme ça qui a fait que ? Tout à fait. Alors il y a en astrologie ce qu'on appelle la technique des transits. Alors je vous explique brièvement, j'ai essayé quand même d'être court. Vous avez votre thème de naissance, qui est l'instant X, l'instant I de votre naissance. Donc vous avez un soleil en Gémeaux, si vous êtes né durant la période où le soleil est en Gémeaux. Vous aurez peut-être Mercure dans le même signe, ou il sera dans le signe qui précède ou après, bref. Vous avez donc votre matrice, ou votre partition musicale céleste, si j'ose dire. Voilà, qui est là. Ça c'est la fixité. Mais depuis votre naissance, les planètes bougent, elles n'arrêtent pas. Donc ça s'appelle les transits. Les transits, c'est l'état du ciel à l'instant I où nous parlons actuellement, par exemple. Bon. Eh bien, ça, les transits, c'est ce qui permet, en fin de compte, c'est l'évolution de votre vie intérieure, j'ose dire, de votre thème. Bon. Et c'est ce qui permet de pouvoir localiser dans un thème les périodes et les secteurs qui vont être particulièrement touchés dans une période donnée de la vie. Avec les maisons, c'est ça ? Les maisons, les signes et les aspects. Tout à fait. Alors, donc, pour répondre à votre question, j'ai utilisé la technique des transits. Et qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai monté les thèmes astrologiques de membres de ma famille et puis d'amis, mais à leur insu. Je ne leur ai rien dit, je leur avais simplement demandé leur date de naissance. Ils m'ont gentiment donné toutes les informations avec l'heure, puis j'ai monté les cartes du ciel. Alors je l'ai fait au début avec mes petits moyens, j'étais au début, mais j'ai noté des mots-clés. Alors j'ai pris les éphémérides. Alors les éphémérides, ce sont des gros livres avec la position des planètes dans les signes du zodiaque au jour le jour. Alors, j'ai pris le thème d'un cousin et d'un oncle, puis j'ai posé les éphémérides, puis j'ai mis des mots-clés. Alors, j'avais un oncle qui avait un transit d'Uranus dans sa maison 4. Alors, la maison 4, c'est les racines, c'est le foyer, la demeure. Ce sur quoi on repose, si vous voulez, le socle.
Uranus est plutôt une planète de changement, qui amène du neuf. On prend les choses en main, c'est une planète plutôt d'émancipation. Alors avec mon petit savoir de l'époque, je mets simplement renouveau dans le secteur familial, changement, reconstruction, je mets des mots-clés. J'avais un cousin, lui, il avait un transit de Saturne sur sa maison 7. La maison 7, c'est la maison d'alter ego, de l'autre. Donc le partenaire, le conjoint. Puis ça faisait un aspect à sa Vénus natale, qui est la planète de l'amour. Saturne, c'est une planète froide. Et je me suis dit, il peut y avoir une crise conjugale. Mais je ne le dis pas aux intéressés. Hein. Je précise. Notez discrètement. Voilà. Dans Faut votre pas dire coin. qu'il y a le phénomène de l'influence. Bien sûr. Et puis je note. Puis j'en ai fait pour d'autres. Hein. Et puis j'attends. Et puis là, je m'aperçois. Et mon oncle fait construire sa maison pour sa future retraite, renouveau total. Il change tout. La maison 4, les racines. Donc il prend une décision. Alors il était déjà architecte, hein, il avait les éléments pour, mais il prend cette décision de construire sa future maison pour sa future retraite. Donc grand changement. Et puis le cousin, grosse crise conjugale, ça a été un divorce. Et puis d'autres personnes, des éléments. Alors là, je me suis dit, là, il y a un fait astrologique indéniable, à moins d'être vraiment très malhonnête intellectuellement ou de vouloir s'aveugler, faire la politique des trois singes, vous savez. Hein. Je me suis dit, il y a un fait astrologique, c'est indubitable. Là, ça a été clair pour moi, l'astrologie était avérée. Voilà. C'est ça qui m'a retiré, justement, parce qu'au début, je voulais démonter l'astrologie, qui m'a dit non, il y a quelque chose. Ces faits-là vous ont marqué que... Ah, complètement. Et puis depuis, toujours, hein, quand je reçois en consultation, les transits, ça m'a... Oui. Il y a une réalité astrologique qui reste mystérieuse. Il y a une réalité. Mais ça vous a passionné et vous l'avez étudié. Ah oui, quand vous êtes confronté à ça, quand même, vous êtes obligé de reconnaître les faits. Hein. Il n'y a rien à faire. Donc, comment dirais-je, la danse des planètes au-dessus de nos têtes a une incidence dans nos vies réelles ici-bas. C'est indéniable. Voilà. Alors revenons un petit peu à l'histoire de l'astrologie, on a évoqué la définition. Maintenant, posons-nous la question, à quand remonte l'astrologie? Est-ce qu'on peut réellement en avoir une idée? Je vous l'ai dit, le berceau, on le place en Chaldée, en Mésopotamie. Là. Et alors après, elle a forcément évolué, parce que vous la retrouvez en Chine, vous la retrouvez en Inde. Quand vous évoquez la Mésopotamie, c'est autour de 2200 avant Jésus-Christ, quelque chose comme ça? Oui, par là, oui. Parce qu'on trouve des traces aussi en Égypte antique. Exactement. Là, actuellement, il y a un beau documentaire sur Arte. Ils font une série fouilles archéologiques, je sais pas, et ils ont découvert un temple maya où il y a une pyramide qui est comme une ziggourate, et ils s'aperçoivent que toute la société était réglée sur les rythmes cosmiques. Mais ça réglait même la vie sociale et politique, ça allait au-delà. Ça allait très loin à l'époque. Oui, exactement. Donc, vous trouvez l'astrologie partout. Alors, pour donner évidemment la date précise, c'est toujours très compliqué. Mais tout au moins, moi, je me plais toujours à dire que c'est un patrimoine de l'humanité. On sait qu'elle se perd un petit peu dans la nuit des temps. C'est vrai qu'on... Et elle sera toujours là, de toute façon. Vous savez, imaginez le premier homme, quand il a assisté à une éclipse solaire. Nous, on a la connaissance aujourd'hui, on la comprend, scientifiquement parlant. D'un seul coup, il fait nuit en plein jour. Dire que c'est des événements tellement marquants que l'homme ne peut que se tourner vers le ciel pour comprendre. Il fait froid, la température chute quand il y a une éclipse. Hein. Il fait nuit, on voit le soleil qui disparaît comme ça. Puis il fait froid, les animaux se taisent. Ils ont dû être écrasés par la peur. Et il a fallu bien qu'ils trouvent une explication pour exorciser cette peur. Vous voyez, l'astrologie commence là. C'est la résonance intérieure qui rentre en vibration avec la configuration cosmique. Oui, parce qu'on la retrouve un peu partout, même en Asie, en Inde, où Jyotish, la science des corps célestes, se perd dans la nuit des temps, apprend-on quand on s'intéresse à l'astrologie indienne. L'astrologie, c'est les Jyotish. Alors, l'astrologie en Inde est complètement reconnue, elle est même enseignée en université. Hein. Il n'y a pas de rupture comme en Occident. Alors, elle règle la société. Les Chinois consultent leur astrologue tous les ans. C'est normal, pour connaître l'état de l'année qu'ils vont traverser, la santé, est-ce que les affaires vont être prospères. Ils sont extrêmement pragmatiques, vous savez. Ça fait partie de leur culture, de leur tradition. Oui. Et est-ce que ces astrologies anciennes sont encore plus ou moins les mêmes que notre pratique actuelle? On parlait de l'astrologie en Asie, en Chine ou en Inde. Est-ce
Est-ce que ici aussi ces pratiques-là ont changé ou non? C'est-à-dire que chaque civilisation a son astrologie en ce sens qu'elle correspond aussi à la culture, au rite au départ, aux croyances, parce qu'au début l'astrologie était basée sur des croyances et des rituels, c'est vrai. Et puis là, je dirais que je m'aiderais du psychologue et psychiatre Carl Gustav Jung, c'est ce qu'on appelle les archétypes. Voilà. Donc on les retrouve un petit peu partout. L'astrologie chinoise est totalement différente de l'astrologie occidentale puisqu'elle repose sur les cycles lunaires. Le premier de l'an chinois est au moment où il y a la première nouvelle lune de l'année qui correspond à la fin janvier ou début février selon les années. L'astrologie hindoue est beaucoup plus imprégnée de l'astrologie grecque parce qu'on retrouve les mêmes signes du zodiaque. Le septénaire traditionnel, parce que les hindous n'incluent pas les planètes transsaturniennes, parce qu'ils sont restés très respectueux de la tradition. Voilà, donc, mais c'est quand même une astrologie qui est assez voisine, même s'il y a la précession des équinoxes, mais après je ne vais pas rentrer dans les termes techniques qui la différencient, parce que c'est plutôt une astrologie sidérale que tropicaliste. Voilà. Mais on a donc cette astrologie qui est présente, mais qui va quand même épouser, je dirais, la structure psychique de chaque peuple concerné. Voilà. Parce que ça parle de notre intériorité, l'astrologie. Voilà. Donc l'intériorité d'un Maya n'est pas l'intériorité d'un Chinois. C'est pas la même culture. Simplement, il y a la même interrogation par rapport à la voûte céleste. Qu'est-ce qui se passe au-dessus de notre tête? Voilà. Est-ce qu'il existe un lien historique justement entre ces pratiques d'un continent à l'autre ou non? Vous parlez du rapport entre l'Inde, la Grèce, l'Égypte, ou en tout cas l'Europe. Comment est-ce que c'est né tout ça? Est-ce qu'on en a une idée? Comment les cultures se sont rapprochées? Et comment ces pratiques ont pu se développer? Disons, il y a eu les conquêtes à Alexandre avec l'Inde. Vous savez, il y a eu les grandes conquêtes. Donc évidemment, il y a eu une imprégnation qui s'est faite. Les Chinois ont vraiment leur astrologie. Elle n'a rien à voir vraiment avec l'Inde. Alors évidemment, il y a peut-être des emprunts avec les Tibétains. Alors, on connaît l'histoire, Chine, Tibet. Il y a des emprunts. On ne retrouve pas le même panthéon animalier entre les Chinois et les Occidentaux. Vous savez, c'est le rat, le cochon, le buffle. Voilà. C'est un découpage par 12. Cela étant dit, le chiffre, voilà. On retrouve quand même des structures, mais le contenu n'est tout à fait différent. Tout à fait différent. Et puis même le rapport avec le processus astrologique est différent. C'est une autre manière de prendre la photo, finalement. En Chine, ça rythme leur vie, leur société. En Inde, regardez, à chaque mariage, on va consulter l'astrologue. Qu'est-ce que vous en gardez, finalement, de ces pratiques ancestrales? Qu'est-ce que vous avez lu ou découvert à propos de l'histoire de l'astrologie qui vous a marqué? Écoutez, je l'ai parcouru, mais par rapport à ma pratique personnelle, j'en garde rien. Non. Parce que il faut quand même bien voir que... Regardez, par exemple, Catherine de Médicis était une grande férue d'astrologie. Elle en a épuisé plus d'un, même Nostradamus. Ah oui, elle était férue d'astrologie. Alors, elle avait un astrologue, par contre, qui était beaucoup plus attitré, c'était Ruggieri. Mais Ruggieri... un célèbre Florentin. Et il était très sombre. Il pratiquait la magie noire, il concoctait des poisons, il confectionnait des talismans. Donc on était là avec un personnage noir qui pratiquait une astrologie qui était quand même très empreinte, vous voyez, de superstition. Vous comprenez? Bon. Alors depuis, l'astrologie est sortie de ce carcan-là de superstition qui lui a fait beaucoup de mal, bien sûr. Et oui. Et puis à l'époque, les astrologues travaillaient pour la cour. Ils ne travaillaient pas pour le peuple, parce que accéder au savoir astrologique, c'était accéder au savoir astronomique, c'était pas ouvert à tout le monde. Louis XI avait son astrologue, Galeotti, et il y a une anecdote, je vais vous la raconter, elle est amusante. Louis XI est très mécontent des prévisions de Galeotti, puis il décide de le faire exécuter. Alors il le reçoit, et puis il dit à sa garde: lorsque je le reconduirai, si je lui dis allez en paix, vous le laissez tranquille. Si je dis rien, vous l'exécutez. Galeotti arrive et puis le roi lui dit: dites donc, vous pour qui les astres n'ont plus aucun secret, les étoiles chantent, est-ce que vous pourriez me donner la date de votre mort? Alors Galeotti lui dit: sire, mon savoir ne me permet pas de vous donner une réponse aussi précise. Cependant, ce que je peux vous dire, c'est que je mourrai 3 jours avant vous. Alors évidemment, allez en paix. Voilà.
C'est souvent comme ça finalement. La grande histoire fourmille de petites histoires et on est souvent effectivement dans un registre très ésotérique. Voilà. On parlait de Ruggieri tout à l'heure. Oui. Pour replacer effectivement le personnage. C'est à cause de lui que Catherine de Médicis abandonne finalement la construction des Tuileries en 1564, non loin de l'église de Saint-Germain, justement parce que le Florentin lui a annoncé qu'elle allait mourir proche de Saint-Germain. Oui. Or, elle va mourir à Blois, s'éloignant du coup de tous les lieux portant le nom de Saint-Germain, mais finalement elle va mourir après avoir reçu les derniers sacrements d'un prêtre nommé Julien de Saint-Germain. C'est pour montrer l'influence nocive que pouvaient avoir aussi les astrologues à cette époque-là. C'est vrai. Il y avait un pouvoir. Un pouvoir énorme. Ouais, tout à fait. Elle lui avait fait construire un observatoire, d'ailleurs, à Ruggieri. Non, voilà. Donc, on a quand même évolué. On est sorti de cette astrologie-là, je dirais, qui baigne dans la science occulte. Sombre. Oui, sombre, voilà. Comme quoi les astrologues seraient dotés de pouvoirs magiques et autres. On parlait de la Grèce antique tout à l'heure. Il y a quand même certains personnages clés qui reviennent assez souvent, comme Ptolémée, oui, bien sûr. né vers les années 100, qui est un astronome et astrologue grec qui a vécu à Alexandrie, en Égypte, et qui a écrit un traité, le Tétrabible. Le Tétrabible, oui, ça reste. Oui. Alors ça reste une bible pour tous les astrologues. Il y a les centiloques, il y a tout. Oui, il y a eu le grand Morin de Villefranche aussi, qui était l'astrologue de Richelieu, qui était mathématicien et docteur en médecine. Oui, il y a eu des grands personnages. Alors après, il y a eu la révolution copernicienne, évidemment, qui a changé la vision de Ptolémée. Voilà. Donc il y a eu aussi des révolutions astronomiques. Kepler aussi a pratiqué l'astrologie. Galilée s'est intéressé à l'astrologie à l'époque. Oui. Donc, vous voyez... Et comme on le voit, à l'époque, astronomie et astrologie étaient forcément liées, puisqu'on n'avait pas les cartes du cosmos trouvables en quelques clics sur un ordinateur. Tout astrologue est obligé d'être un minimum astronome. C'est pas obligé pour les astronomes d'être astrologue, par contre. C'est vrai. Mais un astrologue est obligé d'avoir des connaissances en astronomie quand même un minimum. Savoir que la révolution d'Uranus, c'est 84 ans, Neptune, 165, Pluton. Vous voyez, il y a des choses qu'il faut savoir quand même. L'écliptique, comment s'organise une carte du ciel. Moi, je sais que je commence toujours une consultation en présentant la carte du ciel sur sa dimension astronomique, pour bien faire comprendre à la personne où elle se situe dans cette carte du ciel. De manière à ce qu'elle ait une vision de... Parce que la carte du ciel, c'est quand même très énigmatique pour quelqu'un qui vient une première fois, qui ne connaît pas l'astrologie. Il voit un rond avec des symboles un petit peu kabbalistiques pour lui. Donc, il faut un petit peu démythifier tout ça et lui expliquer exactement ce que c'est. Alors, j'ai une petite approche didactique qui dure un quart d'heure, où je présente la carte du ciel, l'ascendance et la ligne d'horizon, le méridien céleste, et puis la course du soleil en 24 heures dans cette figure. Voilà. Avec le recul, vous pensez que les Grecs étaient de bons astronomes et de bons astrologues ? Oh ben oui, par rapport à leur époque, à leur champ de savoir, absolument. L'astrologie est un outil de connaissance, c'est à la fois une science, un art et une sagesse. Moi, je dis que l'astrologie est une science. Je sais que j'ai certains confrères, consoeurs qui sont un peu frileux pour le dire, mais pour moi, c'en est une parce qu'elle est basée sur l'observation de phénomènes et les répétitions de cela. Et on voit si oui ou non, il y a effectivement la corrélation. Un art parce qu'elle repose sur l'art de l'écoute, de l'interprétation. Et puis une sagesse parce que c'est la connaissance de soi. Ça doit nous amener une grande humilité et une prise de conscience de notre part de responsabilité sur la vie et la nature. Parce qu'une carte du ciel, elle est ce qu'on en fait aussi. C'est-à-dire que là, on va arriver à la fameuse notion du déterminisme et du libre arbitre. Je pense que vous avez peut-être la question qui est cachée quelque part. J'en ai beaucoup. Oui, j'imagine. Oui, voilà. Donc, on va peut-être l'aborder. Mais voilà, donc, là, à l'époque des Grecs, oui, il y avait des très, très grands astrologues par rapport à l'évolution des mentalités. Oui, mais tout à fait. Comme à l'époque du Moyen-Âge, il y a eu des grands astrologues qui ont fait des très grandes prévisions. Justement, j'ai un petit extrait à vous faire écouter. On se retrouve juste après. La machine anticitaire a été découverte dans le stock des objets provenant du naufrage d'Anticitaire. C'est un navire qui voguait vers Rome aux alentours de, on dirait, 60 avant Jésus-Christ, et qui a fait naufrage devant la petite île d'Anticitaire qui est entre la Crète et le Péloponnèse.
Derek Dessola-Price, qui était un spécialiste des mécanismes à engrenages, arrive à Athènes dans les années 50 et il va dans le musée national archéologique pour voir la machine d'Anticythère. En 1950 et 60, on ne voit que l'extérieur des fragments. Ce n'est que dans les années 70 où Derek Price a la chance de travailler avec un physicien nucléaire du Centre de recherche nucléaire d'Athènes qui fait faire des radios des fragments de la machine d'Anticythère. Et là, c'est une surprise énorme parce qu'on découvre dans le fragment principal 30 roues dentées et les dents sont très bien visibles sur les radios. Ce mécanisme permet de représenter le ciel à un moment donné ou de déterminer une date à partir d'une configuration particulière du ciel. Il règle tous les mouvements des planètes visibles, du Soleil et de la Lune, et en un seul mouvement, en tournant la manivelle, on fait tourner tout le ciel jusqu'au moment qui nous intéresse. La machine, c'est une représentation miniature et mécanique du cosmos, c'est-à-dire ce qu'on appelle maintenant le système solaire. C'est un mécanisme perpétuel qui compte pas moins de 300 engrenages et pièces dentées. Il pose plusieurs problèmes. Pour le concevoir, il fallait nécessairement savoir que la Terre était une sphère et que les astres tournaient autour du Soleil. L'astronomie sphérique, à l'époque d'Anticythère, ça fait longtemps qu'elle est établie. Depuis l'époque, au moins, d'Euclide, qui a établi les bases de la géométrie, il y a Autolycos qui a établi les bases de l'astronomie sphérique. Il connaissait avec précision les cycles de chacune des planètes et le problème du décalage existant entre calendrier lunaire et solaire, identifié par le savant grec Méton. En 19 ans, donc 19 années solaires, entendons, il y a très exactement 235 mois lunaires. Calcul qui sera affiné un siècle plus tard par un autre astronome, Calypte de Cyzique. Si on fait 4 fois le cycle de Méton, c'est-à-dire 4 fois 19, ça veut dire 76, et on retranche un jour, on a une concordance du cycle lunaire et du cycle solaire beaucoup plus précise. Et c'est drôle parce que tous ces chiffres, le 19, le 235 et le 76, ils sont notés sur la machine, sur les inscriptions. Vous aviez déjà entendu parler de la machine d'Anticythère, Fabrice ? Non, jamais. C'est une première. Vous me faites découvrir quelque chose. Cela étant dit, ce système de roues et d'engrenages, on le retrouve chez les Mayas aussi. Si vous regardez ce documentaire sur Arte qui est diffusé en ce moment, vous verrez, il y a le même système d'engrenage, comme une horlogerie d'une montre, avec les cycles lunaires. Donc j'ai entendu qu'il y en avait à peu près 300 qui correspondraient aux 365 jours de l'année. Donc, alors, ça nous amène justement, si vous me le permettez, parce que Alors, pour les fidèles de l'INRES, vous aurez compris qu'il s'agissait là d'un extrait de Bâtisseurs de l'Ancien Monde, réalisé par Patrice Pouillard, un documentaire que vous retrouvez sur INRES Télé. Allez-y, Fabrice, je vous laisse poursuivre. Écoutez, je ne manquerai pas d'aller le voir. Oui, parce que c'est intéressant. Je vous y invite, oui, parce que vraiment, ça bouleverse, je trouve, notre conception de l'histoire, des anciens, des ancêtres, et de cette relation étroite finalement entre différents savoirs philosophiques, astrologiques, astronomiques. On se rend compte que finalement, ils avaient déjà une vue de la position de la Terre, de notre place dans l'univers et dans le cosmos, qui était assez excitante, je trouve. Ça remet en question cette vision que l'on a de l'histoire, qui est une vision linéaire. Voilà, c'est-à-dire qu'on se figure que tout est basé sur un plan de progression linéaire, comme ça, en définitive, ça montre que les anciens avaient déjà un savoir qui était déjà prodigieusement très évolué et très avancé. Et on le retrouve dans tout, même dans l'histoire de l'art. Vous savez, on croit que l'histoire de l'art est linéaire. Je fais une petite digression, mais c'est une comparaison pour faire comprendre. Vous avez un Théophile ou Théodule Bras, qui était un sculpteur, qui a fait des sculptures dans l'église de l'île Saint-Louis. Et on a retrouvé des caisses de ce sculpteur dans lesquelles vous avez des dessins. Vous croyez que ce sont des Picasso à l'intérieur, des dessins qui ont été faits par Henri Michaud, un gars qui a été envahi par des perceptions et qui a fait même des dessins. Lui-même s'est senti dépassé parce qu'à l'époque, personne n'était à même de comprendre ce qu'il faisait. Donc il a eu peur qu'on le prenne pour un fou. Il a écrit un très beau livre qui s'appelle l'Évangile rouge. En quelle année, du coup, ça ? Écoutez, c'était, je crois, au XVIIIe siècle. D'accord. Voilà. Donc, ni Picasso, ni les surréalistes étaient arrivés. Vous voyez des dessins, vous dites, mais ça, c'est un... Eh bien, pas du tout. Donc, ça remet en question la linéarité de l'histoire. Absolument. Donc ça pose une grande question sur le champ du savoir et où est-ce que l'homme puise ce savoir.
Mystère de la vie, ça c'est ce qu'il y a de plus passionnant, hein, franchement. C'est un grand mystère, puisque la machine denticitaire, on ne l'a pas précisé, mais a été datée autour de 87 avant Jésus-Christ. Vous vous rendez compte ? Donc c'est prodigieux. Le plus vieux mécanisme à engrenage connu et encore très mystérieux. C'est prodigieux. Ah oui. Alors je vous ai coupé tout à l'heure sur une... Non, pas du tout. Je reste sous l'aspect absolument merveilleux de ce que vous venez de me porter à ma connaissance. Hein. Oui. Donc c'est comme si on était en train, vous savez, de redécouvrir un savoir qui aurait disparu. On ne passe peut-être notre temps qu'à redécouvrir, comme disait Picasso, je ne cherche pas, je trouve. Entre justement ce temps... nous amenons à la Grèce antique et aujourd'hui on a parlé des rois de France, de comment évolue finalement la pratique de l'astrologie durant ces temps-là. Elle est réduite finalement à des prédictions pour les rois, pour les personnalités qui ont de l'influence, du pouvoir et ce besoin d'agir sur les populations. Oui, tout à fait. Elle était à l'époque de la cour très prédictive. Et l'astrologue avait pour mission, évidemment, d'éviter de se tromper, hein, quand même. C'était préférable. Parce qu'avant, l'astrologie s'est formée dans un rapport où les dieux du cosmos, finalement, exerçaient une sorte de force qui impactait les récoltes, les hommes, la nature. Oui. Au départ, elle était naturelle, tout à fait. À régler les récoltes, les moissons, les cycles lunaires, elle était naturelle. Et puis après, au fur et à mesure... À mon avis, l'homme a commencé à se poser des questions, puisqu'elle régit la nature. On connaît bien les cycles lunaires avec les marées. Hein. Ces dames sont bien... Les règles des dames sont réglées sous les cycles lunaires. Eh bien, il y a eu l'interrogation intérieure. Et si ces dieux au-dessus de nos têtes, puisque pour les hommes c'était des dieux, hein, régissaient aussi notre propre destinée, et nous autres. Voilà. Et à partir de là, l'astrologie individuelle a commencé à prendre place et à se développer. Et petit à petit, justement, notamment durant l'ère chrétienne, on rentre dans une véritable forme d'astrologie mondiale, plus stratégique, plus politique et militaire, c'est ça ? Ah oui, tout à fait. Durant le Moyen-Âge, évidemment, les prévisions, c'était les dates de guerre. À quel moment dois-je faire la guerre ? Est-ce que je vais remporter cette bataille ? Serai-je réélu ? Ah oui, bien sûr. Alors vous savez, ça n'a pas beaucoup changé. Hein. Vous pensez que des personnalités haut placées bénéficient encore de conseils en la matière ? Oui, bien sûr. Le pouvoir est par définition, si je puis me permettre, paranoïaque. Vous savez, donc il a toujours peur d'être destitué. Donc il a besoin d'être assuré. Donc il va utiliser tous les outils en son pouvoir pour essayer d'arriver à mieux anticiper sur le futur. Donc pour certains, l'astrologie, comme les voyants par exemple, ils vont les utiliser. C'est un outil de plus finalement pour exercer une forme de pouvoir. Exactement. Ça ne veut pas dire que les astrologues ou les voyants dirigent un pays, mais pour le chef d'État, ça rentre dans sa grille d'interprétation et de lecture. Quand on parle de l'histoire et de nos ancêtres, on peut difficilement faire l'impasse du sujet de la précession des équinoxes. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Ouais, alors c'est un peu compliqué parce que ça nous amène justement à l'astrologie sidérale et l'astrologie tropicaliste. Au départ, l'écliptique, c'est-à-dire le zodiaque, était aligné sur les constellations. Puis avec le point vernal qui se décale en sens inverse, constellations, ce sont, si vous voulez, le zodiaque qui a donné le nom constellation. Alors, et ça s'est décalé. Donc ça s'appelle la précession des équinoxes. Alors les hindous tiennent compte de ça. Ce qui veut dire que le décalage est à peu près de 24 degrés. Hein. Mais le problème l'astrologie occidentale, moi celle que je pratique, elle est tropicaliste. Hein. Donc je ne tiens pas compte de la précession des équinoxes. Hein. Le solstice, l'équinoxe du printemps, l'équinoxe du printemps a lieu tous les ans lorsque le soleil est à 0 degré du signe du bélier. C'est clair. Ça marque le début du printemps. Voilà. Mais selon la précession des équinoxes, par exemple, pour les hindous actuellement, alors je vous dirais que c'est compliqué parce qu'ils ne tiennent pas compte des transsaturniennes, donc ils ne tiennent pas compte de Pluton. Mais pour les hindous, actuellement, Jupiter et Saturne se trouvent dans le signe du Sagittaire. Vous allez me dire, alors c'est quand même important parce que ça change de signe. Est-ce que ça voudrait dire leur astrologie serait plus précise, plus juste que la nôtre ? Non, elle est tout aussi valable pour moi, parce qu'elle s'intègre dans le champ de leur culture et dans leurs archétypes et dans leur structure psychique. Nous ne sommes pas des Indiens. Nous n'avons pas le mérite. D'abord, le rapport au sacré entre un occidental et un indien n'est pas le même. Hein. Tous les Indiens vont souvent dans le temple le matin, prier leur Dieu, puis après ils vont faire leur journée. Hein, vous savez. Donc, il faut tenir compte de cette dimension culturelle
et donc les fameux archétypes dont parlait Jung pour comprendre ça. Donc je ne veux pas du tout avoir l'air de dénigrer tel type d'astrologie au profit d'une autre. Attention. C'est un mécanisme, un appareil photo finalement qui photographie le monde un peu différemment et qui exprime différentes interprétations et à chaque culture son interprétation. Exactement, oui. Mais quel regard vous portez alors sur cette fameuse ère du Verseau dans laquelle on serait rentré? On n'y est pas encore. Parce que selon les uns, selon les calculs, on est en train de s'approcher, mais on n'est pas encore rentré, mais on y va. Alors évidemment, les choses ne se créent pas en un seul jour. On est déjà dans une dynamique. On serait dans l'ère des poissons, et là on va dans l'ère du Verseau. Alors évidemment, du poisson en Verseau, évidemment, le poisson, sa planète, c'est Neptune, et le Verseau, c'est Uranus. On n'est plus dans le même monde. L'ère du poisson correspond à l'ère du christianisme. Le poisson était l'un des signes des ralliements des apôtres. Neptune est une planète plutôt pacifique, de rassemblement, de communion, de spiritualité. Alors cela étant dit, ça ne veut pas dire que toute la traversée de nos civilisations sont des traversées de paix. On voit bien que c'est un petit peu plus subtil et compliqué que cela. Alors, l'ère du Verseau, écoutez, il est très difficile d'augurer ce qu'elle va donner. Ça va être sous le signe du Verseau, qui est plutôt un signe dit de fraternité, un signe qui est plutôt un signe de modernité. Et c'est vrai qu'Uranus est une planète qui a attrait avec les nouvelles technologies, puisque ça marque l'avant, le futur. De communication, on pourrait dire. Complètement. Oui, ça fait partie. Donc évidemment, on a déjà des prémices de ce monde. Il y a une quête de libération, d'affranchissement, d'autonomie. C'est tout à fait. Je vois que vous avez bien travaillé le sujet, parce que ce sont tout à fait les termes qui conviennent à Uranus. Tout à fait. Ouais. Plus individualiste aussi. Plus individualiste, malgré le fait que, effectivement, vous l'avez dit, on a besoin d'agir et de progresser en groupe. Oui, mais de manière très individuelle aussi. Tout à fait, oui. C'est moins fusionnel que Neptune. D'accord. Voilà. D'accord. C'est moins fusionnel. On va reparler de la symbolique des planètes pour mieux les comprendre encore. Eh bien, merci beaucoup, Fabrice, pour ce temps sur l'histoire et la définition de l'astrologie. On va passer à la deuxième partie. Une partie où on va s'intéresser vraiment à la pratique de l'astrologie, à ce que vous avez appris aussi au fur et à mesure de votre histoire. Alors vous avez commencé tout jeune à apprendre l'astrologie en solitaire à travers différentes lectures au départ, ça s'est fait comme ça? Alors oui, je me replonge dans mon adolescence. 16 ans. Oui, alors j'allais suivre des cours avec Madame Claire Jacquin, donc... la première année, nous avons appris toute la technique astrologique, c'est-à-dire dresser une carte du ciel, dresser des révolutions solaires. Et puis la deuxième année, c'était les techniques d'interprétation. Alors après, on répond à son tempérament, à ce que l'on est. Je suis allé la voir, j'ai dit, écoutez, je ne suivrai pas les cours de la deuxième année, je n'ai pas envie de subir une influence sur les règles d'interprétation. C'est-à-dire ? Je vais faire ça moi-même. Je vais chercher de mon côté. Alors, Madame Claire Jacquin a monté les thèmes astrologiques de tous ses élèves, dont elle avait une idée un peu des profils psychologiques. Elle n'a pas du tout été surprise de ma réaction. Elle m'a dit... Merci de nous écouter. Nous espérons que cet épisode vous a plu et vous inspirera. Découvrez la suite de ce dossier audio dans les épisodes suivants, disponibles en intégralité pour nos abonnés sur Inexploré Digital. Et surtout, n'hésitez pas à partager autour de vous nos contenus. À bientôt. Des mystères du monde à l'extraordinaire dans nos vies. Inexploré propose des enquêtes, des expertises et des articles pratiques pour permettre à chacun d'ouvrir son esprit, afin de se mettre en route sur les chemins de la sagesse et du bonheur. Abonnez-vous pour aller plus loin, soutenez-nous et profitez de toutes les versions longues de nos contenus sur Inexploré Digital. À bientôt.